Mesdames et messieurs, bienvenue vendredi, avant-dernier jour de Critique Info. Tshisekedi doit écarter les généraux sous sanction. C'est le quotidien, la manchette. La prospérité cache, l'UNC appelle à la mutation en plateforme politique. Face au bloc FCC, l'UNC veut aussi être une plateforme avec le cash. Le FCC exige le départ de la MONUSCO, faisant écho aux manifestations des populations de Beni et de Butembo. Le FCC demande le départ de la MONUSCO. Oui, moi aussi, je pense que la MONUSCO devrait partir. Seulement, je dis encore une fois, il faut réfléchir profondément. Moi, j'ai deux alternatives. En fait, j'ai une alternative. Je me dis, si la MONUSCO ne part pas, qu'elle se mute qu'elle change sa mission ici à Kin, au Congo, pardon. Elle doit changer sa mission et devenir une mission d'intervention. L'avantage que nous avons, c'est de dire des choses qui vont se produire plus tard. Et puis finalement, les gens, quand ils arrivent, on se dit, mais on avait déjà fait ce débat depuis très longtemps. On a peut-être une longueur d'avance sur la question. Mais ce n'est pas le FCC, ce n'est pas au FCC de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire avec la MONUSCO. Parce qu'ils ont été avec la MONUSCO pendant toutes les années. Ils étaient avec la MONUSCO. En amour ou en désamour, ils étaient ensemble. Donc ce n'est pas quand vous quittez le pouvoir que vous pensez que vous pouvez donner des injonctions ou faire des spectacles comme ça alors que vous étiez incapable de le faire pendant que vous étiez au pouvoir. Ça peut-être qu'il faut le dire. L'actualité, c'est aussi l'UNC qui pense qu'il faut que comme ma plateforme, comme le roi FCC. Mais moi je demanderais à l'UNC et à l'UDPS de ne pas tomber dans la fusion. Ne faites pas votre fusion. Gardez vos partis. L'efficacité d'un parti, c'est la moralité, c'est la persévérance, c'est la discussion que vous avez, la hauteur de la discussion, c'est le débat démocratique que vous amenez, c'est la qualité de votre vie politique, de votre carrière politique, de vos ambitions politiques, et c'est de votre capacité de faire adhérer les gens dans votre cause. Et la seule façon, c'est finalement d'être à côté de ce peuple-là. Montrer à ce peuple que vous travaillez effectivement pour eux. Vous n'aurez même pas besoin de constituer une plateforme politique en vue, je ne sais pas de quoi, mais rassurez-vous d'une seule chose, le peuple sera derrière vous. Parce que vous aurez travaillé pour eux. Donc, je crois que la question est à côté Wana. Le Parlement, des manœuvres amorcées avant l'adresse de Félix Tshisekedi. Effectivement, le président doit parler au Congrès, doit parler devant le député, devant le sénateur. Pour l'état de la nation, il doit le faire comme cela est prévu par la loi. Au mois de chaque année, le président doit s'adresser à la nation. Et ça sera la première fois que Félix Tshisekedi sera devant un congrès. Il va parler au peuple congolais. Il va nous donner son petit bilan. Son bilan annuel, il va le faire. Il va dire à la population congolaise, voici dans quel état j'ai trouvé le pays, voici ce que je vais amorcer, voici ce que je vais faire, voici ce qui avait été déjà fait. En termes de chiffres, il va nous le dire. Et attendons voir, je suis convaincu qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais comme on est dans un trou, on ne sait pas vraiment apercevoir les bonnes choses, ce qui est vrai aussi, ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai. Mais il y a aussi un élément important, c'est que tellement qu'il y a beaucoup à faire, et avec l'embrouille, la distraction du FCC, on peut ne pas vraiment voir les actions du chef de l'État, ce qui est normal. Avec tout ce qu'il y a comme le FCC, il y a question de nous dire qu'est-ce que le président va effectivement dire. Terminons dans l'actualité, Félix Tshisekedi qui doit écarter les généraux sous sanction. C'est vrai, le peuple congolais en a besoin. Nous voulons qu'on change de personne, la chaîne de commandement, qu'on change la chaîne de commandement. Et aussi, les généraux qui ont été cités dans les rapports internationaux, ces généraux doivent partir. Mais c'est vrai, comme on dit toujours, l'armée, c'est une nébuleuse. Vous n'y allez pas précipitamment, vous devez avoir un peu de recul et surtout beaucoup plus de raisons pour faire une action. Parce que qui sait que ces généraux-là sont dans des guerres, ce sont pour la plupart des cas aussi peut-être des seigneurs de guerre ou ils sont en relation avec eux. Donc aujourd'hui, si vous créez des frustrations au niveau de l'armée, il peut y avoir des répercussions, ça veut dire une recrudescence de l'insécurité à travers le pays et ça va devenir finalement une situation incontrôlable. Donc il faut aller méthodiquement parce que la République démocratique du Congo, je peux vous le garantir, mesdames et messieurs, c'est comme un champ de mines d'or. Vous voyez, pardon, je veux dire des mines, champ de mines, voilà, c'est ça le terme, champ de mines.
C'est-à-dire vous ne savez pas où poser le pied. Il suffit juste d'un petit faux pas pour que ça explose. Et c'est l'état dans lequel le Congo est maintenant. Donc il faut aller délicatement, mais avec précision, avec beaucoup d'énergie, pour démanteler un réseau enraciné depuis des années. Vous n'arrivez pas à faire ces choses avec simplement de l'émotion ou de la volonté. Il faut, au-delà de la volonté, une sorte de perspicacité, mais en même temps, une sorte de sagesse de gestion. Vous devriez procéder délicatement, avec beaucoup d'intelligence, mais avec rapidité. Oui, la rapidité, dont ici je fais allusion, ce n'est pas la rapidité de la précipitation. Non, c'est plutôt une coordination efficiente des actions. Dans la discrétion, dans la capacité que vous aurez à anticiper les choses, à faire une très bonne lecture en dehors des patients. Et là, vous voyez, vous allez régler ce problème calmement. Mais les deux problèmes de l'armée restent des problèmes cruciaux. Le premier fait, comme je le dis, et je continue vraiment à le dire, c'est la démobilisation de troupes. Les soldats sont mal payés. Au-delà de leur formation qui peut être remise en doute, mais on doit le dire, nos soldats sont mal payés. Nos soldats ne sont pas entretenus. Nos soldats n'ont pas de dignité, ils n'ont pas beaucoup de valeurs. Il faut redorer l'image de l'armée. Il faut redonner à l'armée sa vraie identité, la fierté. Il faut donner à l'armée. Il faut que les militaires soient pris en charge par l'État. Leur logement, les écoles pour leurs enfants, leurs soins de santé, leurs moyens de transport, leur mobilité, tout doit être pris en charge pour que le militaire soit dans l'idée, dans les buts d'aller se battre pour son pays. Et si on fait ça, on risque de changer beaucoup de choses. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément important, c'est la trahison au niveau de l'armée. Nous avons beaucoup de traîtres dans notre armée congolaise, on connaît. En commençant par les services de renseignement, par la chaîne de commandement, par les logistiques et tout. La logistique, pardon, il y a beaucoup de traîtres. Il y a des gens qui font alliance avec l'ennemi. Parce que, je dois vous le dire, notre armée est le fruit d'un brassage qui s'est fait à plusieurs échelles. L'AFDEL a intégré notre armée en portant un lot de personnes qui n'étaient pas formées. L'AFDEL, ce mouvement militaire, quand il intègre les forces armées zaïroises à l'époque, quand on devient une force armée congolaise, nous avons eu beaucoup de généraux qui n'étaient pas des généraux. Beaucoup de colonels n'étaient pas des colonels. Il y a des gens qui ont intégré l'armée au grade des colonels. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Il y a des gens qui ont intégré l'armée au grade de capitaine. Où avez-vous vu dans un pays, on intègre l'armée au grade de capitaine? Qui a suivi votre formation? On ne peut même pas homologuer ces choses-là. On ne peut pas. Voyez-vous, on ne peut pas. Et donc, dans l'armée, ça devient finalement un fourre-tout. Il y a des gens qui, dans l'armée congolaise, sont dérangés. Je peux vous le dire, il y a des généraux qui sont pertinemment dérangés. Ils sont humiliés de voir qu'ils sont appelés généraux comme les autres qui n'ont pas eu leur formation à eux. Eux, les autres peuvent dire, moi j'ai étudié en Belgique, moi j'ai étudié au Canada, moi j'ai étudié aux États-Unis, moi j'étais en formation en Israël, moi j'étais en formation. Comme j'aime toujours le dire, il y a dans notre armée des thèmes, des BEM, des BAM, il y en avait beaucoup ces gens-là. Des brevetés, non, il y en avait des gens. Mais aujourd'hui, maintenant, avec cette évolution des choses, vous avez vu les gens, les militaires de l'AFDEL intégrer l'armée, les FAC, comme on l'appelait à l'époque, comme qui la force armée congolaise, mais en réalité des rebelles. C'est des rebelles, des gens qui n'ont pas été formés, des gens qui n'ont suivi aucune formation de 2 mois, 3 mois, on leur a appris simplement à tirer sur une arme et à résister dans le front et tout. Mais la capacité de gérer l'armée, ils n'en ont pas. Et du coup, ils vont intégrer la FAC. Quand ils intègrent la phase, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y avait beaucoup de militaires de Mobutu qui ne pouvaient pas être pris en charge par l'État congolais. Disons, à ce moment-là. C'était des mal-aimés, on ne les aimait pas beaucoup, ils étaient toujours relégués au dernier rang, on ne les consultait pas. Ils avaient à l'époque constitué un groupe de refusés ou de méprisés, pardon. C'était des gens qui étaient derrière. Ceux qui avaient des morales assez faibles pouvaient faire allégeance au nouveau régime. Mais ils étaient dans l'armée toujours. Et comme il est compliqué. Donc on a eu finalement 3 vagues. Une bonne partie, il y a une phase. Congo, Kimaki. Ils sont partis à Brazza, il y en a d'autres qui sont allés en Angola, il y en a d'autres qui sont allés dans les pays frontaliers. Ils sont allés vivre là-bas parce qu'ils ne pouvaient plus supporter l'hostilité. C'est des gens qui avaient leur personnalité, se disaient, mais comment nous, qui avons fait l'armée de Mobutu, comment nous qui avons combattu Marambé Belé, Bisso et Tourzalalelo, gérer Nabakadogo, c'est comme ça qu'on les appelait, Nabakadogo. Ce n'est pas possible, on ne fera pas ça. Et donc, il y en a qui ont fui. Ceux qui sont restés
Ils se sont encore divisés en deux. Ceux qui sont restés, un autre groupe a accepté d'oublier tout, de faire allégeance aux nouveaux venus, aux nouveaux occupants, même quand on ne connaissait pas leur carrière. Bon, de toute façon, il faut vivre. Ils ont accepté de vivre. Un autre camp était finalement l'aile dure. Mais bon, ils sont restés quand même dans l'armée. Mais ils n'ont jamais eu de promotion. Leur vie s'est arrêtée en ce moment-là. Il y a des gens depuis Mobutu Kenda, batikala ba colonel Tilelo, à mata grade T, à colonel avec sa petite fonction. Parce que pour la plupart des cas, c'est des gens qui s'en sortir. Et puis à l'époque de Kabila, ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y avait comme une sorte de tribalisme, un peu comme à l'époque de Mobutu, mais vraiment en beaucoup plus prononcé. À l'époque de M. Kabila. Et donc, si tu n'appartiens pas à telle famille, tu n'appartiens pas à telle tribu, tu n'appartiens pas à telle ethnie, c'est pas possible. Et pire encore, si tu n'appartiens pas au parti politique, disons, tu n'es pas de l'obédience du président, ça ne marchera pas. Donc les choses n'avaient pas véritablement changé. Il y a d'autres personnes qui pensent même que le PPRD était une section. Pardon, l'armée était une section du PPRD. Il y a d'autres qui pensent que l'armée était un bras séculier du pouvoir en place. Parce que vous allez vous rendre compte quand il y avait des marches et la police et les mours descendaient dans la rue pour réprimer la population. C'est quand même assez honteux, n'est-ce pas, dans une république, pour maintenir l'ordre public qui, entre guillemets, s'est retroublé. On envoie la garde républicaine, c'est-à-dire la garde du président. Je ne sais pas pourquoi. Donc, au regard de toute cette problématique, notre armée était devenue une sorte de nébuleuse. Et il n'y a pas eu que l'AFDEL, mais il y a eu aussi le MLC. Le MLC, le RCD, tout ça. Le MLC avait des généraux, des colonels qu'on ne connaissait pas. C'est vrai qu'il y avait une partie des gens de Mobutu, mais beaucoup aussi d'autres. C'était des gens ramassés comme ça, qui sont finalement devenus des colonels, des capitaines. Quand ils intègrent l'armée, ils ont demandé à l'État congolais de les maintenir dans leurs grades respectifs. Ça veut dire que l'armée congolaise a été intégrée par des rebelles, par des gens qui n'ont fait pas de formation militaire adéquate, mais qui sont finalement devenus militaires. Et pire encore, il y a eu un crime au niveau de notre armée. Ça veut dire qu'il y a eu de passation de grade en termes de quotas. Quand on nommait des généraux, de tel camp, de tel autre camp, on prenait ça en considération. Parce qu'il y avait des mouvements, il y avait des lobbying qui se faisaient à l'extérieur. Ça veut dire l'armée était une composante, une multi-composante. Ils sont tellement nombreux au sein de l'armée au point que quand on commence à faire les répartitions de ordre, il y a grade, ce n'est plus vraiment la compétence, c'est vrai, il y a aussi un peu, mais après c'est plutôt les gens qui viennent de partis. Et vous entendez les partis politiques dire par exemple, ça ce sont les généraux, ce sont les colonels. Mes frères, tout ça a détruit notre armée. Tout ça a détruit notre armée. Il y a eu le RCD. Après, il y a eu le CNDP de Laurent Kunda. Je ne sais pas vraiment la chronologie, répéter exactement. Après, il y a eu Laurent Kunda. Après, il y a eu le M23. Après, il y a eu des clans où il s'est perpétré qui dans l'Est de la République. Et tous ces mouvements-là avaient des rebelles, avaient des militaires. Au point que ceux qui cesser le fait négociation, tindi l'on na bango belé militaire, intégrer l'armée. Batindi bango par exemple na Kasaï, batindi bango par exemple na Bakongo, batindi bango na Bandundu, batindi bango na Équateur, et le peuple congolais ne comprend pas exactement batona bazawapi. Et c'est ainsi que vous avez une chaîne de commandement dérangée. Chaîne de commandement dérangée parce que vous n'arrivez même pas à maîtriser exactement la question de nationalité dans Mboka Nabino. Mais il faut dire la vérité aux Congolais. C'est que toutes les armées du monde ont d'autres nationalités et pas la Bango. Oui, en tout cas, moi j'ai un ami qui est congolais. Mon ami avec qui Tokola, Tozala qui place Mokoïs, avec les lots aux États-Unis. Il est militaire américain. Voyez-vous, c'est un Congolais. Mais alors, je ne sais pas s'il a changé de nationalité ou pas. Peut-être si. Mais d'autres aussi font ça. On a vu ici l'Amérique demander des aides Congolais qui ont une armée américaine. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir d'autres nationalités dans l'armée Nabino, mais le problème, c'est d'avoir une chaîne de commandement au service de notre pays. Des problèmes dans le niveau. Quand vous avez une chaîne de commandement au service de notre pays, ça devient un problème. Hier, on a encore tué des gens à côté il y a Est Kuna. Plus de 10 personnes. Alors, je me pose la question. L'armée congolaise est déjà sur place. La MONUSCO est là sur place. Mais qu'est-ce qui se passe exactement pour que Thierry Wana et si la éthique est continuée? Vous allez vous rendre compte qu'il y a une sorte d'inefficacité il y a armée Nabiso parce qu'en réalité notre armée n'a pas encore été nettoyée na katia cerveau nango. Cette question est beaucoup plus complexe que quand vous la posez, ne la posons pas légèrement.
J'entends les gens dire, chef de l'État, président à la faible. C'est que les gens ne comprennent pas encore. C'est que les gens ne comprennent pas encore que tant qu'on n'aura pas compris la question, il y a un jeu, il va dans l'Est de la République, tu comprends qu'il y a un problème. Si vous voulez avoir une idée, l'Est de la République démocratique du Congo est visé na Rwanda, na Ouganda. Un peu le Burundi, mais pas vraiment. C'est le Rwanda et l'Ouganda qui envient nos terres congolaises. Bazana Posa Nango. Aujourd'hui, M. Kagame a peur. Il a peur de quoi exactement? M. Kagame a peur, il y a des opposants au Bazali Banda Yamboka. Il y a une communauté rwandaise à l'extérieur qui est hostile au pouvoir de Kigali. Et ces opposants-là sont pour la plupart des cas de Hutus. Pas seulement de Tutsi, mais de Hutus. Monsieur Kagame a vendu l'image que les Tutsis étaient des victimes d'un génocide. C'est ce qu'il a fait comprendre à la communauté internationale. Parce qu'il faut le dire, les États-Unis d'Amérique, l'ONU, la Belgique, les grandes puissances internationales étaient d'accord avec cette nomination, je vais dire, cette montée de Kagame au Rwanda. Ce sont eux qui étaient derrière, je dis bien ces grandes puissances-là, ces forces extérieures, étaient derrière la mort de Habyarimana. Ce sont eux qui étaient derrière la mort d'Habyarimana parce qu'ils voulaient contrôler la partie est du pays. Ils voulaient contrôler la partie est du Congo. Avec les Hutus, ça ne marchait pas parce que les Hutus sont des Bantous. Ça ne marchait pas. Habyarimana et Mobutu, ils s'entendaient bien. Ce n'était pas possible de jouer un sale tour à Mobutu en passant par Habyarimana. La situation allait se compliquer terriblement. Mobutu et Habyarimana pouvaient ne pas être des grands amis du monde. Ils pouvaient ne pas être des grands amis du monde. Mais d'autant plus que ces deux étaient des Bantous et ils se le disaient beaucoup plus. Il fallait une suprématie, entre guillemets, d'une minorité. Et ça se pilote à New York. Ça se conçoit à New York, à Bruxelles et dans les autres pays du monde. Ils se sont rendus compte qu'il fallait finalement donner la possibilité à M. Kagame de s'en sortir. En ce moment, il est encore militaire en Ouganda. Lui aussi était en train de combattre Habyarimana jusqu'au point de renverser. Quand Habyarimana est décédé, est mort, il y a eu fait qui fait pas fait au Rwanda et vous le savez. Donc là maintenant le problème c'est à quel niveau? Monsieur Kagame travaille pour le leadership de Tutsi. Je dois vous le dire ici, moi je ne peux pas être ennemi des Tutsis parce que tous les Tutsis ne sont pas mauvais. Ceux qui sont mauvais sont ceux-là qui ont des idées noires dans leur tête. Tous les Tutsis ne sont pas des mauvais. Il y a des Tutsis qui sont contre la politique de Kagame. Ils sont nombreux. Des Tutsis qui n'ont rien à voir avec Kagame. Rien à voir du tout avec la politique de prédation, de pillage de M. Kagame. Il y a des gens comme ça qui veulent en finir. Alors M. Kagame ne rêve pas dans sa tête, laisser les Hutus rentrer. Voilà pourquoi et M. Kagame et la communauté internationale et l'ONU ici, ces gens s'étaient rendus compte, ils s'étaient ils s'étaient mis d'accord pour que le Hutu ne rentre pas facilement à l'est du pays. Ah pardon, chez eux au Rwanda. Ils ne le voulaient pas. Parce qu'ils savaient que si les Hutus rentrent chez eux, il y aura une question électorale qui va devoir se passer. Et comme les Hutus sont majoritaires au Rwanda, les Hutus allaient gagner les élections et les Hutus allaient revenir au pouvoir. Les Hutus revenir au pouvoir, c'est une vengeance qui va finalement s'installer. Ils vont devoir se venger par rapport à tout ce qu'on leur a fait. Parce que Hutus, il faut le dire, on a refusé de reconnaître qu'eux aussi ont connu un génocide. Ils ont refusé, ils ont vendu une autre image qui n'est pas la vraie d'ailleurs. Les Hutus, il y en a qui ont été massacrés. Il y a des Hutus qui ont été tués. Il y a des Hutus qui ont été tués et par centaines, par centaines. Ces gens-là, on leur a refusé même de pleurer. On leur a refusé le deuil. Voyez-vous, ils sont rwandais, mais ils sont Hutus. Et on fait semblant comme si là-bas ils vivent en paix, ils vivent en paix, ils vivent en paix, ils vivent en paix. Non, ils ne vivent pas en paix. Regardez même dans leur armée. Regardez l'armée, regardez l'administration rwandaise, regardez ceux qui sont au sommet au Rwanda. Vous allez voir. Vous allez voir que pour la plupart des cas, je ne le dis pas, que je ne confirme pas, mais vous risquez de voir 70% sont Tutsis. Et peut-être 30% Hutus. Parce qu'ils sont au pouvoir, c'est comme on dit, l'ethnie au pouvoir, et ils doivent finalement veiller sur leur suprématie et pour qu'ils restent longtemps au pouvoir. Mais ce sont des choses qui ne font pas avancer les gens. Donc, au regard de toute cette pression, au regard de tous ces
de tout ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est juste pour vous dire que nous avons déjà un problème au sein de notre armée. C'était une parenthèse que j'avais ouverte. Maintenant, je reviens dans notre armée maintenant. Que faut-il faire pour créer des conditions bien pour l'armée? L'armée est là à l'est du pays. Oui, mais ça va régler quel problème? Ça va régler quel problème? Il faut aller méthodiquement. Il faut changer la chaîne de commandement. Ce qui est bien, c'est que la chaîne de commandement, effectivement, a été changée. Mais pas toute la chaîne de commandement. On apprend, je ne sais pas si c'est vrai, on apprend que M. John Numbi est à l'est du pays. On apprend que certains autres généraux sont à l'est du pays. Moi, je ne suis pas contre les hommes, les individus. Ce n'est pas mon problème. Mais je me pose toujours la question. N'y a-t-il pas d'autres personnes? N'y a-t-il pas d'autres experts dont le Congolais dans le commun dont les Congolais ne connaissent pas? Est-ce qu'on ne peut pas nous trouver d'autres personnes? C'est la question. Est-ce qu'on n'a pas d'autres experts? Ça, c'est de 1. De 2, est-ce qu'on ne peut pas nous trouver des gens qui sont irréprochables? Même en termes de rumeurs, même en termes de vrai. Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres personnes? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre choix que celui-là? Et le dire, ce n'est pas méchant. Le dire, c'est que nous disons une chose. Il s'agit des morts. Il s'agit de la vie des gens qui est en péril. On ne peut pas apporter des demi-mesures. La question de l'Est, elle est holistique et complexe. N'y allons pas avec des émotions, ça ne va pas nous faire avancer. Allons-y avec beaucoup d'âme d'État. Allons-y avec la sagesse d'État. La problématique de l'Est, on le dira et on continuera à le dire. L'Est représente beaucoup pour l'humanité. J'étais en train de dire, l'Est représente le gaz méthane. Nous avons du gaz dont le monde entier a besoin. Avec le réchauffement climatique, il y a certains pays qui auront beaucoup plus froid et ils auront besoin de l'énergie. Ils auront besoin de l'énergie. Ils auront besoin du gaz. Notre gaz menace notre vie dans 25 ans, dans 50 ans, dans 30 ans. On dit que si on ne l'utilise pas convenablement, ça va exploser à ce moment-là. Et si ça explose, ça sera pire qu'un volcan. Donc, nous devons finalement exploiter notre gaz méthane. Mais nous n'avons pas d'infrastructure importante pour le faire. Et donc, le Rwanda a développé un mécanisme d'extraction de notre gaz, sans qu'il y ait des incendies. Et donc, ici, l'enjeu est aussi ça. Je ne vous parle pas du coltan. Je ne vous parle pas d'autres ressources qu'on trouve à Goma. Mais c'est tellement un endroit paradisiaque que tout le monde veut envier. Mais maintenant, il faut comprendre la donne, elle est là. La donne, elle est aussi territoriale. Il y a aussi l'hégémonie rwandaise qui veut jouer sa carte chez nous. Ils veulent eux aussi reprendre nos terres. Ça, c'est sûr, aujourd'hui, il ne se cache plus. C'est clair maintenant, l'idée, c'est fatiguer les populations à l'est du pays, le tuer pour qu'il fouille, et puis on va préparer les lits pour les autres. C'est ça le problème, en fait. On va créer un désordre, les autochtones vont fuir, et quand ils vont fuir, il y aura d'autres personnes qui viendront vivre là-bas. Et s'ils viennent vivre là-bas, qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez voir, le processus va changer, il y aura finalement une sorte de pacification à ce moment-là, et puis un homme va se réveiller un matin et déclare un État indépendant, où il va finalement faire entrer une motion au niveau de l'ONU demandant la sécession. Non, mais il faut pas qu'on se leurre. C'est ça le calcul qu'ils font. Le calcul est fait de cette façon-là. Et le président Fachi est au courant de tout ça. Alors, seulement moi, je demande aux Congolais d'être vigilants. Je demande aux gens d'être vigilants. Il ne faut pas que nous continuions à compter des morts. Par moment, nous devons nous indigner des gens qui meurent tous les jours au Congo. Il faut tout carrément repasser, non? Mais les questions qui vont être prises, il faut être à la prise au sérieux. Il ne faut pas tous se tromper. Moi, j'exhorte les gens, je vous demande, ne nous trompons pas, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on se trompe d'adversaire, qu'on ne se trompe pas non plus d'ennemis, qu'on ne se trompe pas non plus comment on appelle ça, qu'on ne se trompe pas de cibles. Sinon, ça va être compliqué pour nous. Donc, en faisant ça, on aura réussi beaucoup de choses. La chaîne de commandement, comme on dit ici, il faut que le président le fasse. Oui, il faut que le président le fasse. Mais posons-nous la question en termes de notre armée. Combien de personnes avons-nous encore au sein de notre armée? Combien de jeunes nous avons recrutés? Comment s'est passé le recrutement? Ils suivent quel type de formation? Dans quel état, dans quelles conditions vivent-ils? On a une armée de combien de personnes exactement?
Si nous renvoyons les troupes qui sont à l'est du pays, parce qu'il faut les remplacer, on remplace les troupes, on les amène au nord du pays, on prend une autre troupe, on les amène là-bas, cette troupe qui va là-bas doit avoir une mission spécifique. Ça va sécuriser quel endroit? Parce que si nous connaissons que là où les ADF se trouvent, parce qu'aujourd'hui les positionnements des ADF sont connus, on connaît leur positionnement. Place Bavandi Toyebi, ils achètent à boire, à manger chez nous. Ils ont des copains, des copines chez nous. Alors donc cette guerre doit être finalement comprise. Si nous voulons mettre la main sur eux, nous devons avoir une agence de sécurité, je veux dire d'information assez grande et complexe. Donc, nous devons sécuriser nos parcs parce qu'on sait que c'est là où ils vont braconner, tuer nos animaux pour se nourrir. Et ils viennent acheter des choses chez nous. Donc, la seule solution, c'est de faire quoi? La solution ici, c'est de mettre notre d'opposition là où on sait qu'ils sont. Nous renforçons nos militaires là-bas. Nous renforçons la sécurité là-bas. Nous canalisons maintenant les faits pour que chaque citoyen n'a qu'à sa territoire à l'identifier. Nous renforçons la sécurité au niveau des frontières pour qu'on contrôle les flux, qu'on sache qui est rentré, qui est sorti. Parce que déjà, ceux qui sont déjà toqués en premier, qu'on voit dans la frontière, si nous avons, ceux qui sont dans la côte, je prends un exemple, si c'est une ligne, une colonne de montagne ou de bas-relief, nous pouvons placer nos militaires dans un coin stratégique qui peuvent se relayer très facilement en communication, en discussion, et nous avons une base arrière qui est là pour contrôler la communication dans Bango. Ça veut dire que ceux qui sont dans la côte, on peut placer des gens là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? La conséquence sera que les ennemis seront finalement centrés dans la Katia ville. Parce que nous, on aura déjà bloqué la frontière. Donc, on sait au moins qu'ils ne peuvent plus sortir de l'autre côté. Il y a cercle. Ils sont à l'intérieur. On commence des patrouilles à l'intérieur. Nous coopérons avec les autorités locales. Qui parfois, on dit qu'ils sont complices. Mais je pense qu'à un moment donné, quand ils vont coopérer, ils vont comprendre qu'il y a intérêt ici de coopérer avec l'armée. Et quand la population comprendra que l'armée est clean, l'armée n'a aucun problème, l'armée veut régler le problème, ils vont dénoncer les ADF et ils ne pourront pas tirer en pleine ville, on va les arrêter. Non, ou alors on veut ou on ne veut pas. Ce n'est pas une question qui demande ce qui concerne l'université. Et on sait qu'il faut comprendre que les enjeux autour de ça, pendant que ça se passe comme ça sur terrain, le président de la République doit multiplier navette naïe. En tout cas, si le président a besoin de voyager, je crois qu'il en aura encore besoin. Parce que ici, maintenant, le président doit recommencer contact maintenant. Cette fois-ci, le président doit aller dans l'usine à téléphonie. Il doit discuter, parce que ce ne sont pas des petits messieurs, ce sont des bailleurs de fonds. C'est des multinationales. Le président doit traiter avec grand dépôt de pharmacie. Ou alors, le président doit constituer un lobbying. Le président peut faire aussi la même chose. L'État congolais peut s'organiser pour faire des lobbying des gens qui vont parler pour la cause de la RDC. Premièrement, diplomatiquement, vendons-nous aussi notre génocide. Donnons aussi des chiffres de 8 millions de morts. Accusons le Rwanda pour la complicité, accusons le Burundi comme complicité. Au fond, dans international. Bon, c'est vrai, ça ne va pas ramener la paix régionale quand le pays commence à s'entreaccuser. Bon, on peut peut-être écarter cette donne, même si du moins je suis pour ça alors. Mais nous pouvons nous vendre notre génocide à nous aussi. Nous pouvons communiquer, peut-être vendre fort, nous pouvons communiquer suffisamment sur les génocides. Faire en sorte que le pouvoir américain parle de ça, qu'en Angleterre, le débat qui va être finalement lancé, qu'en France, dans les pays occidentaux, qu'on parle de notre question. Nous devons faire comprendre aux gens que le coltan avec lequel on utilise le téléphone viennent de chez nous. Mais ce coltan est dans la maquilla. Il faut rappeler ça, chanter ça. Financer les grandes industries de cinéma pour en parler. Trouver des grands médias, trouver un lobbying fort pour ne parler que de ça, faire le contrepoids. Ainsi, nous allons alerter l'opinion internationale. Et si l'opinion internationale est indignée, ces gens-là vont reculer. Les commerçants ne reculent que lorsque l'opinion est contre eux. Ils ne reculent pas lorsque le pouvoir parle. Non, il faut ici utiliser l'opinion. Si aujourd'hui le Kagame avait gagné ce combat, parce que Kagame avait su utiliser l'opinion, nous pouvons faire la même chose. Utilisons l'opinion internationale. Allons dans les salons démocratiques des États-Unis. Allons contacter ces Américains qui ne sont pas d'accord avec la perversion. C'est à eux qu'on doit utiliser. Et eux vont prendre notre propos. Nous devons dire à l'humanité entière que nous avons perdu plus de 10 millions de personnes pendant 20 ans. Et c'en est de trop.
Il est temps de dire au monde entier que c'est nous qui avons subi le plus gros génocide de l'histoire de l'humanité. Nous avons, nous, aujourd'hui, une histoire de 8 millions, 10 millions de morts. C'est à nous de donner des chiffres. C'est à nous de montrer des localités brûlées. C'est à nous de montrer les villages décimés. C'est à nous de montrer les problèmes. C'est à nous de le faire. Que le président comprenne la nécessité d'avoir un lobbying important. Des gens qui parlent allemand, qui parlent chinois, qui parlent anglais, qui parlent français. Des gens qui peuvent communiquer en toute langue pour faire comprendre à la communauté internationale et à l'opinion internationale qu'il y a un massacre qui sévit chez nous au pays. Et nous avons des citoyens comme ça qui peuvent le faire. Nous en avons. Il y a des docteurs Mukwege, Monseigneur Ambongo. Ils sont nombreux. Des gens dont les voix portent. Ils peuvent parler de ça. Nous sommes là. Nous pouvons parler de ça. Parce que c'est ce que nous faisons déjà. Nous pouvons en parler. Et puis après ça, quand on aura compris ça, est-ce que tu rencontres la logique, il y a bon. Notre armée, on peut la modifier, on peut la changer. Comprenons d'abord ça. Décourageons d'abord les donneurs, les fournisseurs d'armes. Quand on aura fini, me rebeller et qu'on change. Encore une fois, je ne cesserai de penser à mes frères à Beni. Je ne cesserai de penser à mes frères à Fizi. Je ne cesserai de penser à mes frères à Minembwe, à Butembo, à Kassindi, à Kaimbi. Je ne cesserai pas de penser à vous, vous qui vivez dans le Grand Kivu. Le Congo est avec vous. Parce que vous êtes le Congo c'est vous. Aucun centimètre de nos terres et qu'on a la pris et qu'on a la terre. Le Congo restera entier. C'est le pays que nous allons léguer à nos enfants en entier. Comme nous, on nous a légué. On nous a légué un pays entier. Nous léguerons ce pays entièrement à nos enfants. Et rassurez-vous, nous allons faire en sorte que nos enfants prennent un pays qui n'a aucune autre tribu étrangère. Aucune autre tribu étrangère ne sera insérée dans la liste de nos tribus ici. Nous connaissons, Congolais, on connaît qui nous sommes. Donc on n'acceptera pas qu'on écrive l'histoire pendant que nous on est là. On sera là pour dire que ça c'est faux et c'est faux. Merci de nous suivre. Si vous avez des éléments ajoutés, on est là pour ça. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.